Ayant commencé à travailler dès l'âge de 15 ans, sans jamais demander un centime, et ayant tout de même payé mes propres études. Seul, j'ai acheté ma maison, mais mes parents m'ont attaqué en justice pour avoir volé l'avenir de ma sœur. Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé dire cela. Mes parents m'ont poursuivi en justice parce que j'avais acheté ma propre maison. Oui, vous avez bien lu. Après des années à faire des doubles journées comme infirmière et à économiser le moindre centime, ma récompense fut une assignation à comparaître. Pourquoi? Parce qu'apparemment, cette maison, que j'avais acquise à la sueur de mon front, aurait dû revenir à ma sœur, Sophie, qui, à 29 ans, n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. La famille qui aurait dû célébrer ma réussite voulait qu'un juge me l'enlève. Enfant, grandissant dans un quartier pavillonnaire à Lyon, mon enfance n'avait rien d'extraordinaire. Mes parents, Pierre et Martine, occupaient tous deux des emplois stables. Papa était comptable dans une entreprise locale et maman était professeur des écoles. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous avions ce qu'il fallait. Ce que nous avions en abondance, c'était le contraste entre moi et ma sœur cadette, Sophie. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais celle qui planifiait tout. À l'école primaire, j'organisais mes crayons de couleur par nuance et je tenais un petit carnet où je notais mes devoirs. Ma tirelire avait des compartiments pour dépenser, épargner et donner. Pendant ce temps, Sophie fonctionnait à l'instinct et au charme. Elle oubliait son argent pour le déjeuner et se retrouvait pourtant avec 3 desserts offerts par des camarades qui l'adoraient. Quand elle a cassé la fenêtre de nos voisins en jouant au volant, elle s'en est sortie par le charme, un sourire et un câlin. Amélie réfléchit à tout, disait mon père, généralement avec approbation, bien que cela ressemble parfois à une accusation d'excès de réflexion. Sophie vit l'instant présent, rétorquait ma mère, ses yeux s'adoucissant d'affection pour la spontanéité de ma sœur. Au lycée, nos différences sont devenues plus marquées. J'ai rejoint le conseil des élèves, fait du bénévolat à l'hôpital local et travaillé les week-ends au centre commercial pour économiser pour mes études. Ma chambre était remplie de brochures universitaires dès la seconde. Sophie rebondissait d'intérêt en intérêt, théâtre un semestre, photographie le suivant. Puis, soudain, c'était la création de mode. Sa chambre était un chaos artistique de projets à moitié terminés, et ses bulletins scolaires affichaient des commentaires d'enseignants comme montre un grand potentiel à côté de notes préoccupantes. Quand elle a échoué à 2 matières en première, mes parents ont engagé des tuteurs et passé des heures à l'aider à étudier. Quand j'ai obtenu les félicitations du jury, ils ont dit « Eh bien, nous l'avons toujours su », et ils passaient immédiatement à la dernière crise de Sophie. Je ne veux pas paraître amer. Je crois sincèrement que mes parents nous aimaient toutes les deux. Mais avec le recul, je vois qu'ils fonctionnaient en partant du principe que je m'en sortirais toujours, tandis que Sophie avait besoin de leur attention et de leur soutien constant. L'université a suivi le même schéma. J'ai obtenu des bourses partielles, mais j'ai quand même eu besoin de prêts, ce que j'ai accepté comme ma responsabilité. J'ai choisi un diplôme d'état d'infirmière, DI, pratique, sachant que le domaine de la santé offrait de la stabilité. Sophie est allée dans une école d'art coûteuse pendant un semestre avant d'abandonner pour se trouver. Elle a ensuite essayé l'IUT, une école d'esthétique et une certification en organisation d'événements, sans jamais rien achever. Tout au long de ma vingtaine, j'ai travaillé de longues heures à l'hôpital général de Lyon. J'ai commencé aux urgences, un travail difficile qui exigeait une réflexion rapide et une résilience émotionnelle. Souvent, je rentrais épuisé physiquement et émotionnellement, après avoir tenu la main de quelqu'un à son dernier souffle ou aidé à sauver une vie par une action rapide. J'ai obtenu des promotions grâce à mon travail assidu, devenant finalement infirmière chef d'équipe à 28 ans. Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans un minuscule appartement d'une pièce avec des meubles d'occasion. Je préparais mes déjeuners, limitais les achats aux nécessités et suivais chaque euro dans une application de budget. Ma seule folie était une machine à café qui moulait les grains frais, car après des gardes de 12 heures, un bon café était presque médicinal. Pendant ce temps, Sophie vivait gratuitement dans le sous-sol de nos parents entre ses diverses tentatives de carrière et de relations. Elle s'enthousiasmait pour un nouvel emploi, vendeuse de boutique, réceptionniste de salon, assistante d'organisateur de mariage, pour démissionner quelques semaines plus tard parce que son patron n'appréciait pas sa créativité ou que ses collègues étaient trop négatifs. Mes parents la réconfortaient, lui assuraient qu'elle était juste trop spéciale pour les emplois ordinaires et couvraient son assurance automobile, sa facture de téléphone et son argent de poche. Quand j'ai finalement remboursé mes prêts étudiants à 30 ans, je me suis permis de rêver à l'accession à la propriété.
J'ai fait des recherches sur les quartiers, les taxes foncières et les assurances habitation. J'ai assisté à des ateliers pour primo-accédants au centre communautaire. J'ai créé des tableaux comparatifs des taux hypothécaires et des frais de notaire. Après presque un an de recherche, je l'ai trouvé, une maison de maître modeste avec 3 chambres, un petit jardin et un érable devant. Rien d'extravagant, juste une maison solide dans un quartier sûr avec de bonnes écoles à proximité, peut-être en pensant à une future famille. Les anciens propriétaires l'avaient bien entretenue, même si la cuisine avait besoin d'être modernisée et que les luminaires de la salle de bain dataient du début des années 2000. Mais elle avait une bonne structure, du parquet massif sous la moquette et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Quand j'ai obtenu l'approbation du prêt et signé les papiers, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement sans précédent. À 31 ans, j'étais devenu propriétaire par mes propres efforts. Pas d'argent de la famille, pas de partenaire pour partager les frais, juste moi, ma planification minutieuse et des années d'épargne disciplinée. Il y avait eu des tensions avec ma famille au fil des ans, des moments douloureux que j'avais mis de côté au nom de l'harmonie familiale. Comme lorsque mes parents avaient manqué ma remise de diplôme d'infirmière parce que Sophie avait un vernissage le même week-end. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu gères toujours si bien tout, m'avait dit ma mère au téléphone. Ou les innombrables réunions de famille où l'emploi temporaire de Sophie dans un café branché suscitait des discussions enthousiastes, tandis que ma promotion à infirmière chef d'équipe recevait un rapide « c'est bien, ma chérie » avant de passer à la dernière crise de Sophie. Ou cette fois où j'ai eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence et où j'ai demandé à emprunter 700 € jusqu'au jour de paie, pour que mon père me fasse la leçon sur les fonds d'urgence avant de me faire à contre-cœur le chèque, que j'ai remboursé la semaine suivante. Ce même mois, il donnait 3000 € à Sophie pour lancer une entreprise de bijoux fait main qui n'a produit exactement que 4 colliers avant qu'elle ne passe à sa prochaine inspiration. Mais les familles sont compliquées, et je me disais que mes parents essayaient juste de répondre à nos besoins. J'avais besoin de moins de soutien, donc j'en recevais moins. Cela semblait logique, sinon entièrement juste. Et malgré tout, je les aimais. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. Je voulais qu'ils le soient en voyant ma nouvelle maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils essaieraient de me l'enlever. Le jour où j'ai signé l'acte de vente était ensoleillé et doux pour un mois d'avril à Lyon. Je me souviens d'avoir marché dans les pièces vides juste après, mais pas résonnant sur le parquet, un sentiment de possibilité remplissant l'espace. C'était à moi. Chaque paiement hypothécaire construirait mon capital, au lieu de disparaître dans la poche d'un propriétaire. Je pouvais peindre les murs de la couleur que je voulais. Je pouvais enfin adopter un chien. Ce soir-là, assise sur ma seule chaise pliante dans le salon autrement vide, j'ai appelé mes parents. Je m'attendais à des félicitations, peut-être à quelques questions sur le processus de clôture, peut-être à une offre d'aide pour déménager des meubles ou peindre. « Oh, tu l'as fait ?» La voix de ma mère contenait de la surprise plutôt que de l'enthousiasme. « Oui, j'ai signé aujourd'hui. Je suis officiellement propriétaire, » ai-je dit, essayant de maintenir mon enthousiasme malgré sa réponse tiède. « C'est bien. Combien de chambres as-tu dit qu'elle avait ?» demanda-t-elle. « 3. Une pour moi, une pour un bureau à domicile et une chambre d'amis, » ai-je expliqué. C'est beaucoup d'espace rien que pour toi. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. Mon père a pris le téléphone. L'emplacement est bon? Quelle est la situation des taxes foncières? As-tu fait faire une expertise? Ces questions étaient pratiques, mais ressemblaient plus à un interrogatoire qu'à de l'intérêt. Néanmoins, je les ai invités à dîner le week-end suivant pour voir l'endroit. Amener Sophie aussi, ai-je ajouté, voulant partager cette étape importante avec toute ma famille. Quand dimanche est arrivé, j'avais déballé suffisamment d'articles de cuisine pour préparer un repas correct. J'avais emprunté une table pliante et des chaises à une collègue et acheté une bouteille de champagne pour célébrer. J'avais même accroché un panneau « Bienvenue chez moi » dans l'entrée. C'était peut-être ringard, mais c'était juste. Mes parents sont arrivés précisément à 18 h, Sophie traînant derrière eux l'air ennuyé. Après des embrassades succinctes, je leur ai fait visiter, signalant les caractéristiques que j'aimais et les rénovations que je prévoyais pour l'avenir. Ces armoires sont en bois massif d'origine, il suffit de les poncer, ai-je expliqué dans la cuisine. Ça ressemble à beaucoup de travail, a commenté ma mère, passant son doigt sur le plan de travail. Le jardin est plus grand que ce à quoi je m'attendais, a noté mon père, regardant à travers la porte coulissante. L'entretien prendra du temps.
Sophie errait de pièce en pièce avec une expression étrange. Alors, tu as 3 chambres pour toi toute seule. Ça doit être sympa, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un mélange d'envie et de dédain. Alors que nous nous asseyions pour manger, j'ai essayé d'orienter la conversation vers des sujets positifs, interrogeant mes parents sur leur projet de jardinage pour le printemps et Sophie sur son dernier intérêt. Apparemment, elle envisageait de devenir influenceuse sur les réseaux sociaux. À mi-chemin du dîner, mon père s'est éclairci la gorge. Amélie, nous devons discuter de quelque chose concernant cet achat de maison. Le sérieux de sa voix m'a fait poser ma fourchette. De quoi s'agit-il? Eh bien, il a jeté un coup d'œil à ma mère, qui a légèrement hoché la tête. Ta mère et moi sommes préoccupés par le calendrier et, franchement, par l'égoïsme de cette décision. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. De l'égoïsme? Comment l'achat de ma propre maison peut-il être égoïste? Ma mère a tendu la main pour me tapoter la mienne. Chérie, nous avons toujours supposé que puisque tu es si douée avec l'argent et la planification, tu aiderais à assurer l'avenir de Sophie. Elle n'est pas aussi bien équipée pour les questions financières que toi. Sophie a hoché la tête vigoureusement. Tu sais, j'essaie toujours de trouver ma voie. Que êtes-vous en train de dire exactement? J'ai demandé, bien qu'une nausée dans mon estomac m'ait dit que je le savais déjà. Nous pensions que lorsque tu serais prête à acheter une propriété, tu nous consulteras, a poursuivi mon père. Peut-être acheter quelque chose qui pourrait accueillir Sophie aussi, ou même le mettre à vos 2 noms pour l'avenir. Je les ai regardés, sans voix, pendant plusieurs secondes. Vous vous attendiez à ce que j'achète une maison pour Sophie avec mon argent? Grâce à mon travail? Pas exactement pour elle, a nuancé ma mère, mais en pensant à elle. La famille prend soin de la famille, Amélie. J'ai économisé pendant des années, ai-je dit lentement, essayant de traiter cette attente bizarre. J'ai fait des gardes supplémentaires, vécu dans un minuscule appartement, conduit une voiture avec 300 000 km au compteur. Pendant ce temps, Sophie vivait gratuitement dans votre sous-sol, bénéficiant d'un soutien financier jusqu'à la fin de sa vingtaine. Ce n'est pas juste, a coupé Sophie, la voix montant. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi. Certains d'entre nous cherchent encore. Il n'y a rien de parfait dans le fait de travailler dur et d'être responsable, ai-je rétorqué, sentant la chaleur monter à mon visage. Et je ne suis pas contre aider ma famille, mais c'est ma maison. Je l'ai gagnée. L'expression de mon père s'est durcie. Tu as toujours été égoïste avec ta réussite, Amélie. Ta sœur a aussi besoin de stabilité, et tu es en position de la lui fournir. En quoi est-ce ma responsabilité d'assurer la stabilité d'une femme de bientôt 30 ans? J'ai demandé, sincèrement déconcerté. Parce que tu le peux. A presque crié Sophie. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu t'en sortirais très bien dans un appartement. C'est moi qui suis en difficulté. En difficulté par choix, ai-je répondu, ma patience s'évaporant. Je t'ai proposé de t'aider à postuler à des emplois, à retravailler ton CV. Nous ne te demandons pas de lui donner de l'argent, a interrompu ma mère. Juste de partager cette opportunité. Vous pourriez être copropriétaire, la laisser vivre ici. Et qui paierait l'hypothèque, les taxes foncières, l'assurance, les réparations? J'ai demandé, connaissant la réponse. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Vous voulez que je travaille et que je paie pendant que Sophie vit ici gratuitement, exactement comme elle l'a fait chez vous. Tu es cruel, a dit mon père, repoussant son assiette. Sophie a des talents artistiques qui n'ont pas encore été monétisés. Tout le monde ne rentre pas dans le moule de l'entreprise comme toi. Je suis infirmière, papa. Je m'occupe des malades. C'est à peine et corporate. Tu sais ce que je veux dire, a-t-il écarté. Tu as toujours su t'intégrer au système. Sophie a besoin de plus de soutien pour trouver sa voie. Sophie avait maintenant des larmes qui coulaient sur son visage. Je savais que tu réagirais comme ça. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi juste parce que tu peux suivre les règles et faire la lèche au chef. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne pense pas être meilleur que toi. Je pense juste que nous avons fait des choix différents et que ces choix ont des conséquences différentes. Ma conséquence est que je peux me permettre cette maison. La tienne est que tu ne le peux pas. Du moins, pas encore. Alors,
Tu vas juste être égoïste et tout garder pour toi, demanda ma mère, sa déception évidente. Ce n'est pas de l'égoïsme de garder ce que j'ai gagné, ai-je dit fermement. Le dîner s'est rapidement détérioré après cela. Mon père m'a traité de froide et de matérialiste. Sophie m'a accusé de ne l'avoir jamais aimée. Ma mère a pleuré en disant qu'elle m'avait élevé pour que je me soucie davantage de ma famille. Quand ils sont finalement partis, claquant la porte derrière eux, je me suis assise seule dans ma nouvelle salle à manger, entourée de nourriture à moitié mangée et du champagne que je n'avais jamais ouvert. La maison qui avait semblé si pleine de possibilités ce matin-là me paraissait maintenant vide, entachée par leurs exigences inattendues et leurs accusations. J'ai fait la vaisselle machinalement, les larmes coulant silencieusement, me demandant comment ma réussite s'était transformée en crise familiale. Avais-je vraiment été égoïste? Avais-je tort de vouloir les récompenses de mon propre travail acharné? Pour la première fois depuis mon emménagement, je me suis demandé si cette maison me semblerait un jour vraiment chez moi. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un silence inconfortable. J'ai envoyé un SMS à mes parents le lendemain de notre dîner désastreux, je suis désolé que les choses se soient envenimées. Pouvons-nous en parler calmement? Leur réponse est arrivée des heures plus tard, nous avons besoin de temps pour digérer tes choix. J'ai essayé d'appeler 2 fois après cela, mais les conversations étaient brèves et froides. Ma mère répondait par de courtes phrases tandis que mon père refusait de prendre le téléphone. Sophie ne répondait à aucun de mes messages. Son Instagram, cependant, présentait des publications critiques sur les membres toxiques de la famille et les personnes qui font semblant de se soucier des autres, puis montrent leur vraie couleur. Elle ne me nommait pas, mais le calendrier indiquait clairement à qui elle faisait référence. Pendant ce temps, je me suis lancé dans l'appropriation de ma maison. J'ai poncé et restauré les armoires de cuisine, peint le salon d'un vert sauge doux et planté des fleurs dans le jardin de devant. Le travail physique m'aidait à me distraire de la douleur et de la confusion. Pendant les pauses, je m'asseyais sur ma nouvelle balancelle de Porsche, un cadeau de pendaison de crémaillère à moi-même, et j'essayais de comprendre la perspective de ma famille. Oui, j'avais plus de stabilité financière que Sophie. Oui, la famille devrait se soutenir mutuellement. Mais cela ne signifiait sûrement pas sacrifier tout ce pour quoi j'avais travaillé. Environ 3 semaines après l'incident du dîner, ma cousine Clara a appelé. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et tes parents ?» a-t-elle demandé sans préambule. Martine disait à ma mère que tu avais tourné le dos à Sophie et refusé d'aider la famille. Mon estomac s'est serré. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. T'a-t-elle dit qu'il s'attendait à ce que j'achète une maison pour Sophie? Elle a dit quelque chose sur le fait que tu avais de l'espace supplémentaire que tu ne voulais pas partager, a répondu Clara, l'air confuse, et que tu avais toujours eu du ressentiment envers Sophie parce qu'elle était la créative. J'ai expliqué la situation réelle et Clara a sifflé doucement. C'est n'importe quoi. Tu sais que j'aime tante Martine, mais ce n'est pas une attente raisonnable. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, me sentant malade. S'il propageait ce récit à la famille élargie, que disait-il d'autre? Qui d'autre me voyait maintenant comme la méchante? Puis est arrivée la lettre. J'ai failli la manquer parmi le courrier indésirable et les factures habituelles. Une enveloppe d'apparence officielle avec le nom d'un cabinet d'avocats sur l'adresse de retour. Perplexe, je l'ai ouverte et en est sorti un avis formel m'informant que Pierre et Martine Leroux déposaient une plainte civile contre moi concernant la propriété au 1542, rue des Chênes. Mes parents me poursuivaient en justice à propos de ma maison. L'avis citait un accord familial verbal selon lequel je fournirais un logement à ma sœur, Sophie Leroux. Il affirmait en outre que mes parents m'avaient fourni une assistance financière tout au long de ma vie adulte, avec l'entente que ces fonds seraient éventuellement destinés à une maison familiale qui bénéficierait à leurs 2 filles. J'ai dû le lire 3 fois avant que la réalité ne s'installe. Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était une bataille juridique. Cette nuit-là, j'ai eu ma première crise d'angoisse complète. Assise sur le sol de ma salle de bain à 2 heures du matin, je ne pouvais pas reprendre mon souffle, mon cœur battant si vite que j'étais certaine de faire une crise cardiaque. Après 20 minutes terrifiantes, les symptômes physiques se sont atténués, me laissant épuisé et plus effrayé que je ne l'avais jamais été. Le lendemain au travail, je ne pouvais pas me concentrer. J'ai failli administrer le mauvais médicament à un patient avant que ma collègue Nathalie ne le remarque et ne m'arrête. Pendant notre pause déjeuner, elle m'a prise à part. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas toi-même. » J'ai craqué et je lui ai tout raconté.
Nathalie a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à l'indignation. Tu as besoin d'un avocat, a-t-elle dit fermement. Ma sœur a traversé un divorce difficile l'année dernière. Son avocate, maître Léa Dubois, était incroyable, compatissante, mais dure. Je vais te donner son numéro. Cet après-midi-là, j'ai pris un congé maladie pour le lendemain et j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec maître Dubois. Son bureau était dans une maison de style haussmannien réaménagée en centre-ville, chaleureux et professionnel sans être intimidant. Léa elle-même était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux perçants et une manière de faire sans fioriture qui m'a immédiatement mise à l'aise. J'ai expliqué la situation, lui montrant l'avis juridique et les SMS échangés avec ma famille. Je vais être franche avec vous, a dit Léa après avoir tout examiné. Cette affaire est juridiquement non fondée. Les accords verbaux concernant la propriété nécessitent généralement une certaine forme de documentation pour être exécutoires, et les dons sont présumés être des dons, sauf indication contraire explicite au moment des faits. Cependant, a-t-elle ajouté, levant un doigt, cela ne signifie pas que vous pouvez ignorer cela. Ils ont engagé des poursuites judiciaires et vous devez répondre de manière appropriée. Alors, que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé, me sentant légèrement soulagée, mais toujours anxieuse. Ils ont déposé une plainte. Nous déposerons une réponse niant leurs allégations. Il y aura probablement une phase d'instruction où les deux parties partageront des preuves, puis peut-être une médiation, et si cela échoue, une audience au tribunal. Elle a nommé son tarif horaire, ce qui m'a fait tressaillir malgré le fait d'avoir anticipé le coup. C'est beaucoup en plus d'une nouvelle hypothèque, ai-je admis. Léa a hoché la tête avec sympathie. Malheureusement, la défense juridique est rarement bon marché. La bonne nouvelle est que si leurs allégations sont aussi non fondées qu'elles le semblent, nous pourrons demander au tribunal de les obliger à payer vos frais de justice. J'ai quitté son bureau avec un mélange d'émotions. Du soulagement d'avoir des conseils professionnels, de la colère que ma famille m'ait forcée dans cette position, et une profonde tristesse que notre relation se soit détériorée à ce point. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, rejouant des souvenirs de l'enfance à l'âge adulte, cherchant des signes que j'aurais manqués. Mes parents m'avaient-ils toujours vu comme une simple future pourvoyeuse pour Sophie? Leur fierté pour mes réalisations était-elle authentique, ou n'étais-je qu'une ressource financière potentielle depuis le début? Pour la première fois, je me suis demandé si je connaissais vraiment ma famille. Le procès a commencé à affecter tous les aspects de ma vie. J'ai perdu 2 kilos en 2 semaines parce que mon estomac était constamment noué. Des cernes sont apparues sous mes yeux par manque de sommeil. J'ai commencé à faire de petites erreurs au travail. Rien de dangereux pour les patients, mais suffisamment pour que mes collègues le remarquent. Mon superviseur, Julien, m'a appelé dans son bureau après que j'ai manqué une réunion d'équipe. Amélie, tu as toujours été l'une de nos infirmières les plus fiables. Quoi qu'il se passe, cela affecte clairement ton travail. As-tu besoin de parler à quelqu'un? Je lui ai donné une version simplifiée de la situation, et il a immédiatement approuvé une semaine de congé personnel d'urgence. Les soins aux patients doivent passer en premier, a-t-il dit gentiment. Et tu ne peux pas fournir de soins appropriés lorsque tu es aussi distraite. Prends le temps dont tu as besoin pour régler ça. J'ai passé cette semaine à rencontrer Léa, à rassembler des documents financiers et à essayer de me préparer émotionnellement à ce qui m'attendait. Le processus d'instruction a révélé des détails qui ressemblaient à de nouvelles trahisons à chaque nouveau document. Des SMS entre mes parents et Sophie, obtenus grâce au processus de découverte légale, montraient qu'ils planifiaient cela depuis des mois. Dans un échange de février, ma mère écrivait, Amélie a mentionné qu'elle cherche une maison. Nous devons discuter de l'avenir de Sophie avant qu'elle ne prenne des décisions. Mon père répondait, d'accord. Amélie a toujours compris sa responsabilité envers la famille. Nous avons juste besoin de le lui rappeler. Responsabilité. Le mot me brûlait l'esprit. Pas l'amour, pas le lien, la responsabilité. Encore plus révélateur était un SMS de Sophie à mes parents après que j'ai annoncé avoir trouvé la maison. Vous lui avez déjà dit que je vivrais là-bas? Elle doit comprendre que c'est l'attente. Attente. Comme si ma décennie de travail acharné et d'épargne avait été au bénéfice de quelqu'un d'autre. Mes dossiers financiers montraient clairement que tout argent que mes parents m'avaient jamais donné, cadeau d'anniversaire, aide occasionnelle pour les réparations de voitures, le prêt pour l'urgence dentaire, avait été explicitement donné comme un cadeau ou, dans le cas du prêt, rapidement remboursé.
Il n'y avait aucune preuve d'un quelconque accord selon lequel ces fonds étaient destinés à une future maison familiale. Le plus troublant était ce que nous avons découvert sur la situation actuelle de Sophie. Grâce à diverses déclarations légales et vérifications d'antécédents, Léa a découvert que Sophie avait accumulé des dettes de jeu importantes au cours de l'année précédente. Apparemment, sa dernière passion avait été le poker en ligne. Elle avait maximisé 3 cartes de crédit et faisait face à une éventuelle expulsion d'un appartement que je n'avais même pas su qu'elle avait loué. Le calendrier suggérait que cette crise financière était la motivation probable derrière l'urgence soudaine de lui garantir un logement à travers moi. Ils utilisent le système judiciaire pour résoudre les problèmes que Sophie a elle-même créés, a dit Léa lors d'une de nos réunions de préparation. Malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les différents financiers familiaux peuvent faire ressortir le pire chez les gens. La première comparution devant le tribunal était pour une audience préliminaire. Entrer dans la salle d'audience et voir ma famille du côté opposé était surréaliste. Mes parents étaient assis raidement, évitant tout contact visuel avec moi. Sophie, vêtue plus formellement que je ne l'avais jamais vue, me lançait des regards suffisants tout en chuchotant à leur avocat, maître Thierry Bernard, un homme soigné dans un costume coûteux. La juge Catherine Leroy, une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture posées sur son nez, a examiné les premières pièces avec un scepticisme évident. Maître Bernard, s'adressa-t-elle à l'avocat de mes parents. Votre plainte allègue un accord verbal concernant la copropriété, mais ne fournit aucune documentation d'un tel accord. Pouvez-vous élaborer sur la nature de cet arrangement allégué? Maître Bernard s'est lancé dans un discours fleuri sur les ententes familiales et les accords implicites au sein de la structure familiale Leroux, affirmant qu'en tant que fille ayant le plus de succès financier, on s'était toujours attendu à ce que je subvienne aux besoins de ma sœur artistiquement douée mais financièrement vulnérable. La juge Leroy n'a pas semblé impressionnée. Et ces contributions financières que vous prétendez avoir été faites en vue d'une future propriété partagée. Avez-vous des documents indiquant qu'il s'agissait de prêts plutôt que de dons? Votre honneur, dans les situations familiales, la documentation formelle des prêts est souvent écartée au profit d'une compréhension mutuelle, a-t-il répondu en douceur. La juge l'a regardé par-dessus ses lunettes. Maître Bernard, ce tribunal traite des preuves, et non des hypothèses de compréhension mutuelle. Léa m'avait préparé à cette possibilité. La médiation est standard dans les conflits familiaux, avait-elle expliqué. Le tribunal préfère que les familles règlent les choses sans procès lorsque c'est possible. La séance de médiation a été prévue pour la semaine suivante au tribunal de grande instance. Le médiateur, maître Philippe, était un ancien juge des affaires familiales avec un calme paternel. Il a commencé par expliquer que la médiation était confidentielle et que son rôle n'était pas de décider qui avait raison, mais de nous aider à parvenir à une résolution mutuellement acceptable. Maintenant, a-t-il dit, regardant entre moi et mes parents, essayons de trouver un terrain d'entente. Que considérerait chaque partie comme un résultat satisfaisant? Mon père a parlé le premier. Nous pensons qu'Amélie devrait soit transférer la propriété pour inclure le nom de Sophie, soit la vendre et utiliser le produit pour acheter 2 propriétés plus petites, une pour chaque fille. Je l'ai regardé incrédule. J'ai la maison depuis moins de 2 mois. Vendre signifierait perdre de l'argent sur les frais de notaire et les frais de dossier, et j'ai déjà commencé les rénovations. Le médiateur a hoché la tête. Mademoiselle Leroux, que considéreriez-vous comme une résolution raisonnable? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai travaillé pendant des années pour acheter cette maison. Je ne crois pas avoir l'obligation d'y renoncer. Cependant, je serai prête à aider Sophie avec le premier et le dernier mois de loyer pour un appartement afin de lui donner un nouveau départ. C'était plus que ce qu'elle méritait après ce procès, mais j'espérais toujours une voie vers la réconciliation familiale. C'est insultant, a coupé Sophie avant que le médiateur ne puisse répondre. Le premier et le dernier mois de loyer? Je mérite la sécurité, pas une aide temporaire. Tu mérites ce pourquoi tu travailles, ai-je rétorqué, ma colère montant malgré mes meilleures intentions de rester calme. Comme tout le monde dans le monde. Mesdames, s'il vous plaît, a dit maître Philippe, levant les mains. Restons constructifs. Il n'y a rien de constructif dans l'égoïsme de ma sœur, a claqué Sophie, se levant. Elle a toujours pensé qu'elle était meilleure que moi parce qu'elle peut suivre les règles et entrer dans des cases. Certaines d'entre nous sont différentes. Certaines d'entre nous ont des dons que le monde ne valorise pas monétairement. Et certaines d'entre nous doivent payer leurs propres factures tout en découvrant leurs dons, ai-je rétorqué.
Le visage de Sophie s'est déformé. Tu sais quoi? Garde ta précieuse maison. Je ne veux rien de toi de toute façon. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Mes parents ont échangé des regards avant que ma mère ne dise doucement « Je pense que nous devons nous réunir une autre fois ». Le médiateur a soupiré. En quittant le palais de justice, j'ai vu Sophie sur le parking, fumant une cigarette et parlant de manière animée à son téléphone. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'elle ne se détourne, mais pas avant que je n'ai capté l'air de détermination sur son visage. Ce n'était pas fini. En fait, ça allait empirer. Le jour de l'audience du tribunal est arrivé avec un sentiment de finalité. Soit ma famille réussirait à prendre ce pourquoi j'avais travaillé, soit elle échouerait. Mais de toute façon, notre relation ne serait plus jamais la même. La salle d'audience était principalement vide, à l'exception de quelques assistants juridiques et d'un couple attendant que leur propre affaire soit appelée. Léa et moi étions assises à une table, tandis que mes parents, Sophie et maître Bernard occupaient l'autre. La distance physique entre nous, à peine quelques mètres de parquet poli, semblait symbolique du fossé émotionnel qui s'était creusé. La juge Leroy est entrée et nous nous sommes tous levés. Après les formalités, elle a demandé à l'avocat de mes parents de présenter leur affaire en premier. Maître Bernard s'est approché du banc avec une confiance rodée. Votre honneur, c'est une affaire d'obligation familiale et de promesses faites. Pierre et Martine Leroux ont élevé 2 filles avec des forces très différentes. Amélie, l'aînée, a été dotée de compétences d'organisation et de sens financier. Sophie, la cadette, possède des talents créatifs extraordinaires mais fait face à des défis dans les environnements de travail traditionnels. J'ai réprimé l'envie de lever les yeux au ciel alors qu'il continuait de me dépeindre comme la sœur calculatrice et froide qui avait toujours été jalouse de l'esprit artistique de Sophie et qui avait délibérément rompu un accord familial selon lequel ma réussite financière bénéficierait à nous deux. Mes parents ont ensuite témoigné. Mon père a parlé de la façon dont ils avaient investi dans mon avenir avec l'entente que j'assurerais un logement pour les 2 filles. Ma mère, décrivant en larmes comment ils nous avaient toujours appris à partager, a présenté des photos de familles soigneusement sélectionnées, Sophie et moi enfants partageant des jouets, moi adolescente aidant Sophie avec ses devoirs, comme preuve de l'étau familial de soutien mutuel. Lorsque Sophie est montée à la barre, elle a fait une performance digne des cours de théâtre qu'elle avait brièvement suivis. Avec une voix tremblante et essuyant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir, elle a décrit des conversations que nous aurions eues sur le fait de vivre ensemble un jour. Amélie m'a promis quand nous étions au lycée qu'elle prendrait toujours soin de moi, a-t-elle affirmé. Elle a dit, quand j'achèterai une maison un jour, tu auras toujours une place dedans. J'ai compté sur cette promesse pendant des années. Léa prenait des notes tout au long de leur témoignage, se penchant occasionnellement pour me murmurer des clarifications ou des points de litige. Quand ce fut notre tour, elle s'est levée et s'est adressée à la juge. Votre honneur, ce que nous avons entendu aujourd'hui est une réinterprétation créative de la dynamique familiale pour justifier une réclamation déraisonnable sur la propriété de ma cliente. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve d'un quelconque accord, verbal ou autre, concernant le domicile de mademoiselle Leroux. Au lieu de cela, ils ont offert un récit d'attente familiale qui n'a aucune validité dans le droit des contrats. Elle m'a ensuite appelé à témoigner. D'une voix assurée, j'ai présenté mes dossiers financiers montrant comment j'avais économisé pour la compte, chaque garde supplémentaire, chaque décision budgétaire documentée. J'ai expliqué que toute aide financière de mes parents avait été clairement donnée comme des dons ou des prêts rapidement remboursés. Léa a ensuite présenté des preuves des fois où j'avais essayé d'aider Sophie professionnellement, des courriels montrant que je lui avais envoyé des offres d'emploi, proposé de revoir son CV, et même de la mettre en relation avec un administrateur infirmier qui avait besoin d'aide de bureau. Loin d'abandonner sa sœur, mademoiselle Amélie Leroux a offert à plusieurs reprises une assistance pratique, que mademoiselle Sophie Leroux a constamment déclinée, a souligné Léa. La preuve la plus accablante est venue ensuite. Léa a présenté des SMS obtenus lors de l'instruction, des messages auxquels Sophie ne savait pas que nous avions accès. Dans un message envoyé à une amie juste quelques jours avant le dépôt de la plainte, Sophie écrivait « Ne t'inquiète pas pour la situation de l'appartement. Mes parents font pression sur Amélie pour qu'elle me laisse vivre dans sa nouvelle maison. Elle n'a pas encore accepté, mais ils sont convaincus qu'ils peuvent la faire céder. Il n'y a jamais eu d'accord comme ils le prétendent, mais Amélie finit toujours par céder. » Maître Bernard s'est objecté, affirmant que le texte était tiré de son contexte, mais la juge Leroy l'a ignoré. Puis est arrivée la bombe financière. Léa a présenté des relevés bancaires montrant que mes parents avaient refinancé leur maison 3 mois plus tôt,
retirant 50 000 € de capital, et que 30 000 € de cette somme avaient été transférés à Sophie dans les semaines précédant le procès. Votre honneur, a dit Léa, les plaignants ont affirmé tout au long de cette procédure qu'ils étaient préoccupés par la sécurité de logement de leur fille cadette. Pourtant, ces dossiers financiers montrent qu'ils avaient les moyens d'y remédier directement. Au lieu de cela, ils ont donné à mademoiselle Sophie Leroux une somme substantielle qui semble avoir disparu, puis ont intenté cette action en justice contre sa sœur. La juge Leroy a froncé les sourcils, étudiant les relevés bancaires. Maître Bernard, vos clients ont-ils divulgué ce refinancement et ce transfert de fonds pendant l'instruction? Votre honneur, ces transactions n'étaient pas liées à cette affaire, a-t-il commencé, mais la juge l'a coupé. Je déterminerai ce qui est pertinent, maître. Le tribunal constate que ces transactions financières auraient dû être divulguées. Sophie, qui chuchotait urgemment à mes parents, s'est soudainement levée. Ce n'était pas sa faute, s'est-elle exclamée. J'avais besoin de l'argent pour des dettes, et puis j'avais toujours besoin d'un endroit où vivre. C'est moi qui les ai convaincus que nous pouvions forcer Amélie à partager sa maison. Mademoiselle Leroux, veuillez vous asseoir, a dit sèchement la juge Leroy. Sophie s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage, des vraies cette fois. Ma mère a mis un bras autour d'elle pendant que mon père regardait droit devant lui, son expression indéchiffrable. Après la conclusion de tous les témoignages, la juge Leroy a appelé une brève suspension pour examiner les preuves. Lorsqu'elle est revenue, son expression était sévère. Après avoir examiné tous les témoignages et preuves présentés, ce tribunal ne trouve aucune base légale à la plainte des plaignants contre Amélie Leroux concernant la propriété au 1542, rue des Chênes. Il n'y a aucune preuve crédible d'un quelconque accord, implicite ou explicite, selon lequel mademoiselle Leroux fournirait un logement à sa sœur ou que les dons parentaux étaient conditionnels à un tel arrangement. Un soulagement m'a envahi alors qu'elle continuait. En outre, le tribunal est troublé par la tentative apparente d'utiliser le système judiciaire pour appliquer des attentes familiales déraisonnables. La défendresse a démontré qu'elle a acheté sa maison par des moyens légitimes en utilisant ses propres revenus et économies. La plainte des plaignants est rejetée avec préjudice. Elle a fait une pause, regardant directement mes parents. De plus, compte tenu des conclusions de ce tribunal concernant le bien-fondé de cette affaire, la demande de la défendresse pour le remboursement des frais de justice est accordée. Les plaignants rembourseront la défendresse pour les dépenses juridiques raisonnables engagées pour se défendre contre cette action non fondée. Sophie a laissé échapper un sanglot et s'est précipitée hors de la salle d'audience. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. Le visage de mon père était devenu pâle. Léa m'a serré le bras. C'est fini, a-t-elle chuchoté. Vous avez gagné. Mais en regardant mes parents, qui ne pouvaient pas croiser mon regard, je me suis demandé ce que j'avais exactement gagné et ce que cela m'avait coûté. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking du palais de justice pendant près d'une heure après la fin de l'audience, incapable de conduire, incapable même d'appeler qui que ce soit pour partager la nouvelle. La victoire était vide. Oui, j'avais gardé ma maison. Oui, la juge avait démasqué les manipulations de ma famille. Mais j'avais perdu quelque chose de précieux dans le processus, la confiance envers les personnes censées m'aimer inconditionnellement. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. Comment ça s'est passé? Tu as besoin de compagnie ce soir? J'ai répondu d'une main tremblante. Gagner l'affaire. J'aurais besoin d'une amie. Cette nuit-là, Nathalie a apporté des plats à emporter et du vin chez moi. Nous nous sommes assises sur des cartons de déménagement dans mon salon encore peu meublé et je lui ai tout raconté, la décision de la juge, l'explosion de Sophie, les expressions vaincues de mes parents. Tu sais que tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas, a dit Nathalie, remplissant mon verre. Toute cette situation est absurde. Aucune personne rationnelle ne s'attendrait à ce que tu donnes ta maison à ta sœur. Je sais, ai-je dit, même si une partie de moi se demandait toujours s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. C'est juste difficile d'accepter que ma famille préfère me poursuivre en justice plutôt que d'être heureuse pour moi. Certaines familles sont toxiques, a-t-elle dit sans embâche. Et parfois, la chose la plus saine est la distance. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel de Léa. La ligne d'objet indiquait « Félicitations » et le message exprimait sa satisfaction quant au résultat tout en décrivant les prochaines étapes pour recouvrer les frais de justice. C'était professionnel et optimiste, exactement ce qu'un avocat devrait envoyer à un client victorieux. Pourtant,
cela ne faisait que souligner à quel point cette victoire était stérile. Cette nuit-là, alors que je déballais enfin des livres sur les étagères encastrées de mon salon, une caractéristique qui m'avait fait tomber amoureuse de la maison initialement, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis le début du procès que je pensais à la maison comme à un foyer, plutôt qu'au sujet d'une bataille juridique. 2 semaines après l'audience du tribunal, ma sonnette a retenti un samedi après-midi. J'ai ouvert pour trouver mon père debout sur le porche, l'air plus vieux que dans mes souvenirs. « Puis-je entrer » a-t-il demandé, sa voix manquant de son assurance habituelle. J'ai hésité, puis j'ai reculé pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis dans un silence gêné dans mon salon nouvellement meublé avant qu'il ne parle finalement. La maison a l'air bien. Tu as fait du bon travail ici. Merci, ai-je répondu froidement, attendant ce qu'il était vraiment venu dire. Il a soupiré lourdement. Amélie, je te dois des excuses. Ce que nous avons fait, te traîner au tribunal, c'était mal. Je le vois maintenant. Le voyez-vous ? Ai-je demandé, incapable de retenir mon scepticisme. Ta mère ? Ta mère et moi nous sommes laissés prendre par les problèmes de Sophie. Elle est venue nous voir paniquer à cause de ses dettes, parlant d'usuriers et de menaces, et nous avons réagi par peur. Nous lui avons donné l'argent du refinancement, mais ce n'était pas suffisant. Quand elle a découvert que tu achetais une maison, il s'est interrompu, secouant la tête. Elle nous a convaincus que tu avais la responsabilité d'aider, que c'était la seule solution. Et vous avez trouvé cela raisonnable ? J'ai demandé. Que je doive renoncer à ma maison pour ses dettes de jeu. Il a tressailli. Nous ne savions pas qu'il s'agissait de jeux à l'époque. Elle nous a dit que c'était des investissements commerciaux qui avaient mal tourné. Il a baissé les yeux sur ses mains. Mais tu as raison. Même si cela avait été vrai, ce n'était pas ta responsabilité de régler ça. Nous avons eu tort de l'attendre et encore plus tort d'essayer de le forcer par les tribunaux. Une partie de moi voulait accepter ses excuses pour commencer à reconstruire la relation. Une autre partie restait méfiante. Où est maman dans tout ça ? Et Sophie ? Ta mère est toujours en train de digérer tout ça. Elle a du mal avec son rôle dans ce gâchis. Et Sophie ? Il a secoué la tête à nouveau. Après l'audience, elle a avoué le jeu. Elle est entrée dans un programme de traitement à Grenoble. 30 jours, puis une thérapie ambulatoire. J'ai hoché la tête lentement, digérant cette information. Je suis contente qu'elle reçoive de l'aide. Je veux que tu saches, a-t-il ajouté. Nous payons directement tes frais de justice. Le chèque est déjà en route pour ton avocate. C'est le moins que nous puissions faire. Après son départ, je me sentais mitigé. Ses excuses semblaient sincères, mais elles n'effaçaient pas la trahison. Et son explication selon laquelle ils avaient été manipulés par Sophie déplaçait la responsabilité plutôt que d'accepter entièrement la leur. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère me demandant de nous rencontrer pour un café. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre ma maison et la leur. Elle avait l'air fatiguée, son apparence habituellement parfaite légèrement négligée. « Je suis désolée », a-t-elle dit immédiatement avant même de s'asseoir. « Nous n'aurions jamais dû te traîner au tribunal. C'était une terrible erreur. » Pendant que nous parlions, elle a expliqué sa version des événements, similaire à celle de mon père, mais avec plus d'émotion. Des larmes ont coulé alors qu'elle décrivait comment Sophie avait joué sur leur peur, les convainquant que j'avais toujours été secrète et égoïste avec l'argent. Elle nous a montré des textos de toi qui étaient modifiés, a admis ma mère. Elle a fait croire que tu avais promis d'aider avec le logement et que tu étais ensuite revenu sur ta parole. J'aurais dû être plus lucide. J'aurais dû te parler directement. Oui, tu aurais dû, ai-je acquiescé, pas prête à l'absoudre complètement. Peux-tu nous pardonner un jour, a-t-elle demandé, tendant la main vers la mienne à travers la table. Je n'ai pas retiré ma main, mais je ne l'ai pas serrée en retour non plus. Je ne sais pas, maman. Je veux, mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Vous avez essayé de prendre ma maison, quelque chose pour quoi j'ai travaillé des années. Vous avez pris parti pour les mensonges de Sophie sans même demander mon avis. Cela prendra du temps à guérir, si jamais ça guérit. Je comprends, a-t-elle dit doucement. J'espère juste que nous pourrons commencer à reconstruire, même lentement. Alors que nous nous séparions, elle m'a demandé si elle pouvait revoir la maison un jour. Quand tu seras prête, lui ai-je répondu. Je le pensais,
mais je savais aussi qu'il faudrait beaucoup de temps avant que j'invite à nouveau ma famille dans mon espace. La partie la plus étrange de l'après-coup a été la façon dont ma vie s'est simultanément contractée et étendue. J'ai perdu l'hypothèse confortable que ma famille serait toujours là pour moi, mais j'ai acquis une appréciation plus profonde pour les amis qui m'ont soutenu tout au long de l'épreuve. Nathalie et moi avons commencé à faire des dîners hebdomadaires en rotation chez l'une et l'autre. Mon collègue Julien m'a invité à rejoindre sa famille pour des barbecues du dimanche. J'ai tissé des liens avec des voisins qui m'ont aidé à installer un jardin dans mon arrière-cour, et j'ai adopté un chien de refuge, un doux mélange de Golden Retriever que j'ai nommé Chance et qui est devenu mon compagnon constant. J'ai aussi commencé une thérapie, travaillant sur les émotions complexes de la trahison familiale avec le docteur Mercier, qui se spécialisait dans les traumatismes familiaux. Ce que vous vivez est une forme de deuil, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Vous pleurez la relation familiale que vous pensiez avoir tout en acceptant la réalité de ce qu'elle était réellement. Grâce à ces conseils, j'ai commencé à comprendre que le comportement de mes parents n'était pas ma faute. Que leur incapacité à établir des limites avec Sophie et leur volonté de sacrifier mes intérêts pour les siens reflétaient leurs problèmes, et non ma valeur. Le travail est redevenu un refuge plutôt qu'une source de stress. 6 mois après le procès, j'ai postulé et obtenu une promotion au poste de coordinatrice de l'éducation en soins infirmiers, un rôle qui me permettait de partager mon expérience avec de nouvelles infirmières et de réduire les exigences physiques du travail en service. Et lentement, j'ai fait de la maison la mienne. J'ai remplacé les luminaires de la salle de bain, peint chaque pièce de couleur que j'aimais et planté des plantes vivaces qui reviendraient année après année. J'ai construit une vie qui ne tournait pas autour de l'approbation ou des attentes familiales, une vie qui reflétait mes valeurs et mes choix. Quant à Sophie, elle est restée un fantôme dans ma vie, présente dans la mémoire et l'histoire familiale, mais absente dans la réalité. J'ai appris par ma mère qu'elle avait terminé le programme de traitement et trouvé un emploi d'assistante administrative dans un centre d'art communautaire. Elle vivait dans un petit appartement et assistait aux réunions des joueurs anonymes 2 fois par semaine. J'étais contente de ses progrès, mais pas prête pour un contact direct. Ma relation avec mes parents est entrée dans une nouvelle phase, prudente, limitée, mais pas complètement rompue. Nous nous parlions au téléphone occasionnellement. Je les rencontrais pour déjeuner toutes les quelques semaines, toujours dans des lieux publics. Ils respectaient mes limites, ne demandant jamais à visiter la maison à moins que je ne le propose, n'évoquant jamais Sophie à moins que cela ne soit pertinent pour la conversation. Les blessures guérissaient, mais les cicatrices resteraient toujours, des rappels visibles d'une leçon douloureuse sur la famille, les limites et la véritable signification d'un foyer. 6 mois après l'affaire judiciaire, j'ai organisé ma première vraie fête à la maison. Rien d'extravagant, juste un rassemblement d'amis du travail, de voisins avec qui j'étais devenu proche, et de quelques nouvelles connaissances de mon cours de poterie, un passe-temps que j'avais commencé comme gestion du stress pendant le procès. Nous avons fait des grillades dans le jardin, joué à des jeux de société dans le salon et partagé des histoires sur le porche tard dans la soirée. En regardant ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie, qui célébraient mes réussites sans ressentiment, j'ai réalisé que je construisais quelque chose de plus précieux qu'une simple maison, je créais un foyer rempli de liens authentiques. Lorsque le premier anniversaire de mon accession à la propriété est arrivé, j'ai pris un jour de congé personnel et l'ai passé à réfléchir. Je me suis assise dans chaque pièce de la maison, appréciant les transformations. Les murs sont maintenant peints de couleurs que j'aime. Les meubles sont arrangés pour le confort plutôt que pour le spectacle. Des photos d'amis et de voyages sont affichées bien en évidence. J'ai remplacé les plans de travail de la cuisine par du bois, installé des étagères pour ma collection croissante de livres de cuisine, et converti la plus petite chambre en un coin lecture confortable avec une banquette donnant sur le jardin arrière. Mes séances de thérapie avec le docteur Mercier m'avaient aidé à comprendre que la dynamique familiale dans laquelle j'avais grandi n'était pas saine. Vous avez été cantonné au rôle de la responsable, a-t-elle expliqué, ce qui peut sembler un compliment, mais cela est venu avec des attentes injustes. Vos réussites n'étaient pas célébrées parce qu'elles étaient attendues, tandis que les moindres efforts de votre sœur recevaient des éloges parce que les attentes la concernant étaient si basses. Cette perspicacité m'a aidé à voir que le comportement de mes parents pendant le procès n'était pas une trahison soudaine, mais la manifestation extrême de schémas qui avaient existé tout au long de mon enfance. Ils avaient toujours donné la priorité aux besoins et aux désirs de Sophie, la considérant comme nécessitant une protection tout en me voyant comme autosuffisante. L'ironie, a noté le docteur Mercier, et qu'en vous traitant comme la forte qui avait besoin de moins de soutien, ils ont peut-être aidé à créer cette force en vous, cette même résilience qui vous a permis de traverser cette épreuve.
Comprendre n'équivalait pas à pardonner, mais cela m'a aidé à avancer. J'ai établi des limites claires avec mes parents. Nous pouvions reconstruire une relation, mais elle se ferait selon de nouvelles conditions. Pas de discussion financière, pas de comparaison entre Sophie et moi. Pas de conseils non sollicités sur mes choix de vie. Ma mère a eu du mal avec ses limites au début. J'essaie juste de m'impliquer dans ta vie, a-t-elle protesté lorsque j'ai refusé de discuter de ma stratégie d'investissement lors d'un déjeuner. Il y a une différence entre s'impliquer et dépasser les bornes, ai-je expliqué doucement mais fermement. Nous pouvons parler de mon travail, de mes amis, de mes passe-temps, mais mes finances sont privées. Progressivement, elle s'est ajustée, trouvant de nouvelles façons de se connecter qui respectaient mon autonomie. Mon père s'est étonnamment adapté plus facilement. Tu as gagné le droit de fixer tes propres conditions, a-t-il dit lors d'une de nos conversations. Je ne comprendrai peut-être pas toujours tes limites, mais j'essaierai de les respecter. Quant à Sophie, je ne l'ai ni vue ni parlé pendant près de 2 ans après l'affaire judiciaire. Puis, un samedi matin, je suis tombé sur elle au marché des producteurs en centre-ville. J'ai failli ne pas la reconnaître. Sa mode typiquement dramatique avait été remplacée par un simple jean et un pull, ses cheveux sauvages tirés en une queue de cheval pratique. Amélie, a-t-elle dit, clairement aussi surprise que moi. Salut. Nous sommes restés maladroitement debout parmi les stands de produits frais et de pains artisanaux. Finalement, j'ai réussi. Comment vas-tu? Mieux, a-t-elle répondu. Je travaille au centre d'art communautaire à plein temps maintenant, donnant des cours pour enfants et faisant du travail administratif. C'est bien, ai-je dit, le pensant sincèrement. L'enseignement avait toujours été l'endroit où son énergie créative brillait le plus, même brièvement. Je suis désolé, a-t-elle dit soudainement, sa voix basse. Pour tout ce qui concerne la maison, le procès. J'étais dans un état terrible, mais ce n'est pas une excuse. Ce que j'ai fait, ce que j'ai convaincu maman et papa de faire, c'était mal. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Il y avait toujours une pointe de justification dans sa référence à l'être dans un état terrible. Mais c'était plus de responsabilité que je n'en avais jamais entendu de sa part. Merci de le dire, ai-je répondu, pas tout à fait prête à dire je te pardonne, mais reconnaissant son effort. Ta maison, a-t-elle dit avec hésitation. Elle est jolie? Tu y es heureuse? Oui, ai-je répondu simplement. C'est exactement là où je suis censé être. Nous nous sommes séparés avec une demi-embrassade maladroite et une promesse de se revoir un jour que nous savions toutes deux pourrait ne jamais se produire. Mais la rencontre m'a laissé un sentiment de légèreté, comme si un chapitre était enfin clos. Au fil du temps, j'ai développé une nouvelle compréhension de la famille, qui englobait les liens choisis ainsi que les liens du sang. Mon amie Nathalie et son mari m'invitaient pour toutes les fêtes importantes. Ma voisine, Madame Chen, m'a appris à cultiver des tomates et à partager ses recettes familiales. Mon collègue Julien et sa femme sont devenus mes contacts d'urgence. Ces relations n'étaient pas conditionnelles à ce que je pouvais fournir ou à la manière dont je pouvais servir les besoins des autres. Elles étaient basées sur le respect mutuel, les intérêts partagés et la véritable attention, le fondement de connexion saine que je n'avais pas entièrement expérimenté dans ma famille d'origine. J'ai même recommencé à sortir après avoir mis ma vie personnelle en pause pendant le stress du procès. Rien de sérieux au début, juste des cafés et des visites de musées, m'ouvrant lentement à la possibilité de partager ma vie avec quelqu'un. Finalement, j'ai rencontré Damien, un professeur d'histoire au lycée avec des yeux gentils et une confiance tranquille qui m'a mise à l'aise. Lors de notre 3e rendez-vous, lorsque j'ai prudemment partagé l'histoire du procès de ma famille, il n'a pas réagi avec incrédulité ou sympathie maladroite. Cela a dû être incroyablement douloureux, a-t-il dit à la place. À mesure que notre relation se développait, j'ai apprécié la façon dont Damien comprenait mon besoin d'indépendance et d'autonomie financière sans le prendre personnellement. Ta maison est une réalisation dont tu devrais être fier, a-t-il dit la première fois que je l'ai invité. Je suis honoré d'y être accueilli. 2 ans et demi après le procès, je peux honnêtement dire que je suis en paix avec ce qui s'est passé. L'expérience, bien que douloureuse, m'a enseigné des leçons inestimables sur les limites, l'estime de soi et le vrai sens de la famille. J'ai appris que parfois les limites les plus difficiles à fixer sont avec ceux que nous aimons le plus. Que dire non ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend honnête sur ce que vous pouvez donner sans ressentiment ni dommage pour vous-même. J'ai découvert que ma valeur n'est pas mesurée par combien je sacrifie pour les autres,
mais par à quel point je vis authentiquement selon mes valeurs. Que le véritable amour, que ce soit de la famille, des amis ou des partenaires, ne vient pas avec des conditions ou des attentes de sacrifice de soi. Plus important encore, j'ai découvert que le foyer n'est pas seulement une structure physique de bois et de pierre. C'est un espace où vous vous sentez valorisé, respecté et libre d'être vous-même. Parfois, cela signifie créer une distance avec ceux qui ne peuvent pas fournir cette sécurité, même s'ils partagent votre sang. Si mon histoire résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul à faire face à des attentes familiales qui semblent injustes ou à des limites qui sont franchies. Vous avez le droit de créer une vie qui vous apporte joie et paix, même si cela signifie décevoir les autres qui ont leurs propres agendas pour vos ressources ou vos réalisations.